Eh bien, bonjour à tous. Dernière vidéo sur les équations différentielles, mais majoritairement les équations différentielles linéaires d'ordre 1 ou 2. Alors, il va y avoir beaucoup de parallèles avec ce qu'on a fait dans les suites récurrentes. Ça va être globalement le même schéma, mais avec quelques petites variations. Donc, on commence tout de suite. À nouveau, notre corps de référence, ce sera soit R, soit C, et l'espace vectoriel qui va nous accompagner, c'est l'ensemble des fonctions continues infiniment dérivables de R vers K, donc soit des fonctions à valeur réelle, soit des fonctions à valeur complexe. Donc c'est inclus dans l'ensemble des fonctions. L'ensemble des fonctions de R vers K, c'est un K espace vectoriel, ça c'est naturel. C'est un des premiers résultats qu'on a obtenu dans le chapitre sur les espaces vectoriels. Et ensuite, l'ensemble des fonctions qui sont infiniment dérivables forment un sous-espace vectoriel de cet ensemble de fonctions. La somme de deux fonctions infiniment dérivables reste infiniment dérivable. Si on multiplie une fonction infiniment dérivable par un scalaire, on obtient une fonction infiniment dérivable. Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est qu'une fonction infiniment dérivable lorsqu'elle est à valeur dans C. Donc une fonction à valeur dans C va toujours pouvoir s'écrire comme une fonction à valeur dans R plus i fois une autre fonction à valeur dans R. Et donc on demande que g et h soient infiniment dérivables. Et alors dans ce cas-là, la dérivée d'une telle fonction fait la dérivée de la partie réelle plus i fois la dérivée de la partie imaginaire ici. Alors un petit exemple, si on prend par exemple f qui est la fonction cosinus plus i fois la fonction sinus, f de x c'est cosinus x plus i fois sinus x, la dérivée de f, on prend la dérivée de cosinus plus i fois la dérivée de sinus. Ben, si on regarde bien, ça nous donne i fois f de x. On retrouve bien le i fois cosinus et le i fois sinus qui nous donne un moins sinus. Et donc c'est cohérent avec le fait que f de x est égal à exponentielle ix. Ça vient justifier un peu cette notation exponentielle ix pour cosinus x plus i fois sinus x. Quand on dérive exponentielle ix, on a le i qui passe devant, et ici c'est bien ce qui se passe. Alors avec ces fonctions dérivables et même infiniment dérivables, nous ce qui va nous intéresser c'est de faire des équations différentielles. Et voici un exemple d'équation différentielle, ça va être f' moins alpha f égale g, où alpha va être un scalaire et g va être une fonction infiniment dérivable fixée. Et alors le f ici, ben, c'est la fonction qu'on cherche, et on ', une fonction f satisfaisant cette équation E1. Alors on appelle ça équation différentielle du premier ordre, puisque ça fait juste intervenir du f'. Il faudrait rajouter ici linéaire à coefficient constant. Alors le linéaire vient du fait que ici on a quelque chose qui soit linéaire en f' et en f. On n'a pas par exemple du f' fois f ou du f au carré. Et le coefficient constant ici c'est à la place du alpha, de temps en temps on peut se permettre alpha de x, une fonction. Ici, c'est juste un alpha constant, donc c'est ce coefficient-là dont il s'agit ici. Et donc du premier ordre, puisque ça ne fait intervenir que f', si on fait intervenir f' et f seconde, on appelle ça une équation différentielle du second ordre. Donc ici, dans cette écriture, on va fixer alpha et bêta deux scalaires, et puis g toujours une fonction. Pour des raisons pratiques, on va demander qu'elles soient infiniment dérivables, donc qu'elles appartiennent à notre espace vectoriel E qu'on a fixé au départ. Et tout ça peut bien sûr se généraliser à des équations différentielles d'ordre arbitraire, ici on va appeler d'ordre P. On va toujours garder un coefficient 1 devant le fp. De toute façon, s'il y a un coefficient non nul, on peut toujours diviser par ce coefficient pour se ramener à quelque chose comme ceci. Et donc ça fait intervenir toutes les autres dérivées d'ordre inférieur, jusqu'à la dérivée zéroième. Ici, f0, c'est juste f. Et puis tous les alpha k, donc de alpha 0 jusqu'à alpha p-1, ce sont des scalaires qui sont fixés. Et j'ai une fonction fixée qu'on appelle le second membre. Voilà, je vais peut-être le noter ici. Donc notre but va être de résoudre ces équations différentielles, c'est-à-dire de retrouver l'ensemble des solutions, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions f qui vérifient telle ou telle équation. Un petit exemple, si on prend f de x qui est égal à exponentielle x moins x, on peut trouver assez facilement une équation différentielle que f vérifie. Si on écrit f' de x ici, on va trouver exponentielle x moins 1, et du coup si on fait f' moins f, on va trouver x moins 1. Donc f est une solution de cette équation différentielle ici. Un autre exemple, f de x égale cosinus x. Si on dérive f une première fois, on va trouver moins sinus x. Et si on dérive f une seconde fois, on tombe sur moins cosinus x. Et donc on va avoir f seconde plus f qui donne 0. Un troisième exemple qu'on a déjà vu,
Si on prend f de x qui est égal à exponentielle ix, c'est solution de f' moins if est égal à 0. Voilà, donc il y a des équations différentielles ici qui ont un second membre. Le second membre ici c'est x moins 1. Et il y en a qui n'ont pas de second membre, dont le second membre est égal à 0. De façon générale, dès qu'on a une équation différentielle, on va lui associer une équation différentielle qu'on va appeler homogène, où on fixe le second membre égal à 0. C'est aussi, on pourrait l'appeler une équation différentielle sans second membre. Il se trouve que résoudre ces équations différentielles va être un petit peu plus simple et pour avoir une solution générale, on passe souvent par la résolution de ces équations différentielles homogènes. Alors, un premier résultat sur les solutions de telles équations, c'est que l'ensemble des solutions forme un sous-espace vectoriel de E. Ce ne serait pas vrai si on avait gardé le G non nul ici. Alors, je vous propose une démonstration un petit peu différente que pour les suite récurrente, on va poser une fonction qui va de E dans E et qui à f associe dérivée pm de f moins la somme pour k allant de 0 jusqu'à p-1 des alpha k fk. Et on va noter aussi d l'opérateur de dérivation, c'est l'application qui va de E dans E et qui à f associe f'. Alors d on sait qu'elle est linéaire, dérivée de f plus g c'est dérivée de f plus dérivée de g, et dérivée de lambda f, c'est lambda fois la dérivée de f. Et alors si on compose k fois d avec lui-même, d puissance k, c'est l'application qui va de E dans E et qui à f associe la dérivée km de f. d puissance k, c'est d rond d k fois. Et la composée de plusieurs fonctions linéaires est linéaire. Et maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que phi, c'est la fonction qui à f associe la dérivée pm de f. C'est une combinaison linéaire des autres opérateurs de dérivation. Donc phi, finalement, c'est une combinaison linéaire d'applications linéaires, donc d'endomorphisme de E en l'occurrence, et donc c'est linéaire. Et alors maintenant, tout ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, l'ensemble des solutions de notre équation EP étoile, c'est le noyau de phi. Et le noyau d'une application linéaire, c'est un sous-espace vectoriel. Voilà, donc c'était l'occasion de faire intervenir des éléments du cours précédent. On fait intervenir les applications linéaires, les sous-espaces vectoriels par le biais des noyaux. Donc ça permet de faire un peu de lien. On aurait pu adopter une démarche classique en montrant que la somme de deux solutions est toujours solution et que si on multiplie une solution par un scalaire, ça reste solution. Maintenant, je vais pointer une petite différence qu'on a par rapport aux suites récurrentes. Pour les suites récurrentes, on savait que l'ensemble des solutions formait un sous-espace vectoriel de dimension P. Ici, on n'a pas directement ce résultat, on pourrait l'obtenir en faisant plus de théorie des équations différentielles. Il y a des mots-clés comme Cauchy-Lipschitz qui vous donnent ce genre de résultat, mais vous ne l'avez pas encore vu et en fait on le fera à la main pour les équations différentielles d'ordre 1 et les équations différentielles d'ordre 2. On montrera que l'ensemble des solutions est bien de dimension 1 ou 2 respectivement. Du coup, ça va changer un petit peu notre approche par la suite, on ne pourra pas toujours conclure aussi rapidement que ce qu'on avait fait pour les suites récurrentes. Alors maintenant on va parler un petit peu du lien qui est entre ces équations différentielles homogènes et celles qui ne sont pas homogènes. Et donc on va parler du principe de superposition. Et donc si on se donne une solution particulière à une équation différentielle, donc a priori une équation différentielle avec second membre, donc ici j'ai pas mis d'étoile, alors ce que je prétends c'est que toute solution s'écrit sous la forme de f0 plus une certaine fonction h, où h est une solution de l'équation différentielle homogène. Donc je note cette fois-ci avec l'étoile, associée à notre équation différentielle de départ. Donc petite démonstration. Donc dire que f satisfait EP, c'est la même chose sous les notations du lemme de dire que phi de f est égal à g. Phi c'est cette application-là. Et donc c'est la même chose que dire que phi de f moins phi de f0 est égal à g moins g, c'est-à-dire 0. Et comme phi est linéaire, ici on peut dire que si phi de f moins f0. Et donc finalement, c'est équivalent au fait que f moins f0 satisfait notre équation homogène associée. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le principe de superposition. On vient superposer n'importe quelle solution de l'équation différentielle homogène à une solution particulière fixée. Ça nous donne toutes les solutions de l'équation de départ. Donc finalement, la stratégie pour résoudre une équation différentielle avec second membre en général, on va commencer par trouver l'ensemble des solutions de l'équation homogène, donc sans second membre, et il suffit ensuite de trouver une seule solution particulière de l'équation de départ avec second membre, et ensuite on vient écrire que l'ensemble des solutions de P, c'est l'ensemble des f0 plus h, avec h solutions
de l'équation sans second membre. Alors, il est peut-être temps de dire un petit peu comment on trouve ces solutions des équations sans second membre. On va le faire pour les petits ordres. On va le faire pour p égale 1 et p égale 2. Alors, pour p égale 1, l'équation E1 étoile va se réécrire f' moins alpha f est égal à 0. Ça, normalement, vous connaissez des solutions à cette équation différentielle. Vous avez des solutions qui sont données sous la forme f de x est égal à exponentielle alpha x. Quand vous dérivez, vous avez le alpha qui sort, et donc la dérivée, c'est bien égal à alpha fois la fonction. Et l'ensemble des solutions est toujours un espace vectoriel, donc vous pouvez multiplier par n'importe quelle constante. Dans le cas où alpha est pris comme un nombre complexe, ça ne change pas la donne. On avait vu que pour i ça fonctionnait, en fait ça fonctionne pour n'importe quel nombre complexe également. Alors si on savait que l'ensemble des solutions était de dimension 1, bah c'est bon, ici on a trouvé des solutions non nulles, on prend l'ensemble des multiples de ces solutions non nulles, ça nous donne un sous-espace vectoriel qui est de dimension 1, et si l'ensemble des solutions était connu comme étant de dimension 1, on avait une égalité entre l'ensemble des solutions et l'ensemble de ces fonctions. Donc ici, on ne connaît pas la dimension de l'ensemble des solutions. Je vous ai dit qu'il était 1, mais on n'a pas de démonstration encore pour ça. Donc je vais vous parler un petit peu de la méthode de variation de la constante qui va permettre de montrer qu'en fait toutes les solutions ici sont de cette forme. Alors comment montrer qu'on a toutes les solutions? Donc on va prendre G, une fonction arbitraire, infiniment dérivable. Alors G s'écrit sous la forme G de x est égal à C de x fois exponentielle alpha x. Alors pourquoi ça fonctionne bien? Il faut poser en fait C de x qui est égal à G de x fois exponentielle moins alpha x. Et c'est le produit de deux fonctions qui sont infiniment dérivables, donc c'est infiniment dérivable. Voilà, le point clé qui nous permet de faire ça philosophiquement, c'est que exponentielle alpha x ne s'annule jamais. Donc, vous pouvez toujours passer de G à C ou de C à G, juste en multipliant par exponentielle alpha x ou par l'inverse de exponentielle alpha x. Alors c'est pour ça que ça s'appelle variation de la constante, c'est qu'on a une formule ici a priori avec une constante. On est parti d'une solution, tous les multiples de cette solution sont des solutions, et maintenant on peut, à la place de mettre une constante, ici on peut voir ce qui se passe en prenant n'importe quelle fonction à la place de la constante. Notre but va être de montrer que cette fonction, pour être une solution de l'équation de départ, doit être en fait une fonction constante. Donc ça nous montrera, vu que toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça décrivent toutes les fonctions de E tout entier, on obtiendra le résultat désiré, c'est-à-dire que l'ensemble des solutions, ce sont constantes fois exponentielle alpha x. Alors voyons voir comment ça marche sur une nouvelle page. Donc g de x s'écrit c de x fois exponentielle alpha x, et notre but c'est de regarder quand est-ce que g est solution. Donc il faut regarder la dérivée de g, dérivée d'un produit, u'v plus uv', dérivée de exponentielle alpha x, et alpha exponentielle alpha x. Et donc maintenant notre but est de regarder si g est solution de l'équation de départ qui était dérivée moins alpha fois la fonction. Donc je réécris tout, et ici on a alpha fois la fonction c de x exponentielle alpha x. Et au miracle, on a deux termes qui viennent se compenser ici, et donc ça va nous simplifier la formule. Et donc dire que g est solution, c'est-à-dire que g' moins alpha g est égal à 0, et g' moins alpha g c'est juste c' de x exponentielle alpha x. Cette méthode de variation de la constante, en fait, c'est un outil qui permet de ramener une équation qui fait intervenir en général g' et g à une équation qui fait intervenir plus que la dérivée d'une fonction, mais sans le c de x ici qui disparaît. Donc ça vous donne une équation différentielle qui est beaucoup plus simple. Et maintenant, ceci est équivalent à juste c' de x est égal à 0. Pour passer d'une ligne à la suivante, ici, il suffit de multiplier par exponentielle moins alpha x de chaque côté de l'égalité. Et pour remonter, il faut multiplier par exponentielle alpha x. Et dire que la dérivée d'une fonction est nulle, c'est exactement dire que cette fonction est constante. Donc l'ensemble des solutions ici, c'est une constante fois exponentielle alpha x. Voilà, donc première apparition de la méthode de variation de la constante, comprenez-la bien, et de toute façon elle apparaîtra sous différents avatars, elle apparaîtra lorsqu'on fera de l'ordre 2, elle apparaîtra lorsqu'on cherchera aussi des solutions particulières, d'équations avec second membre. Alors passons au cas de l'ordre 2. Comme pour les suites récurrentes, on va avoir un polynôme qui est associé à cette équation différentielle. C'est un polynôme qu'on va noter polynôme caractéristique. Et donc on met un x au carré qui va correspondre au f seconde, on va prendre moins alpha x qui correspond au f', moins alpha 0, x puissance 0, donc on ne le note pas, qui correspond au f, qui est la dérivée zéroième de f. Et donc si on a une racine de ce polynôme,
Ce que je prétends, c'est que exponentielle Rx est solution de cette équation E2 étoile. Donc il faut faire le calcul. Ici, on a f seconde, c'est la dérivée. Donc on a le R qui sort une première fois, puis le R qui sort une deuxième fois. Donc on a R au carré exponentielle Rx. F', c'est juste R exponentielle Rx. Et donc si on fait f seconde moins alpha 1 f' moins alpha 0f, on va se retrouver avec r carré exponentielle Rx moins alpha 1 r exponentielle Rx moins alpha 0 exponentielle Rx. Et en mettant exponentielle Rx en facteur, il nous reste r carré moins alpha 1 r moins alpha 0, ce qui vaut 0 car r est racine de ce polynôme. Donc f est bien solution de l'équation E2 étoile. F seconde moins alpha 1 f' moins alpha 0f donne bien 0. Donc là, on commence à voir apparaître le schéma qui était un peu le même que pour les suites récurrentes. On a des solutions pour les équations différentielles d'ordre 1, qui sont ici les exponentielles alpha x. Le rôle qui était joué par ces solutions pour les suites récurrentes, c'était plutôt alpha puissance n. Et donc ces équations en ordre 1, on arrive à s'en servir pour créer des solutions pour des équations différentielles d'ordre 2, à condition qu'elles soient solution d'un certain polynôme. Le coefficient clé qui apparaît soit solution de ce polynôme-là. Alors essayons de faire un petit peu de variation de la constante avec cette solution. Donc on va fixer une racine du polynôme, si tant est qu'il en existe une. On va fixer une fonction g de e. G va s'écrire sous la forme c de x fois exponentielle rx, avec c de x une fonction infiniment dérivable. Et on va regarder ce que signifie pour g d'être solution. Donc ça signifie que g seconde moins alpha 1g' moins alpha 0g soit égal à 0. Et là on va pouvoir commencer à remplacer. Alors alpha 0g c'est alpha 0 c de x exponentielle rx. Ensuite on va faire apparaître le g', donc on a du moins alpha 1 et la dérivée de g ça fait intervenir déjà la dérivée de c plus c fois la dérivée de l'exponentielle. Et il nous reste la partie g seconde, donc il faut dériver la somme de deux produits. Donc on a du c seconde exponentielle rx qui sort, on a du c' de x r exponentielle rx, donc ça c'est la dérivée du premier terme, et la dérivée du second terme, ici c de x r exponentielle rx. On dérive d'abord le c, puis l'exponentielle, et donc on demande que tout ceci soit égal à 0. Je m'aligne un peu plus à gauche. Il y a des choses qui vont venir se simplifier dans tout ça. Déjà, on peut mettre en facteur le exponentiel Rx, et on va venir mettre en facteur à l'intérieur c de x. Ça va être c de x facteur de r carré moins alpha 1 r moins alpha 0. Ensuite, on a du c' de x qui apparaît deux fois ici, donc on a du 2r, et qui apparaît une fois à ce niveau-là, donc avec moins alpha 1. Et on peut ajouter c seconde de x. Ça apparaît juste une fois à ce niveau-là. On demande que tout ceci soit égal à 0. Et alors on peut déjà se débarrasser de cette partie qui vaut 0, puisque r est racine du polynôme caractéristique associé à notre équation différentielle. Et on peut se débarrasser aussi du exponentiel rx qu'on fait passer de l'autre côté avec un exponentiel moins rx. Comme on le multiplie par 0, ça disparaît. Donc toute cette équation est équivalente à c' de x fois 2r moins alpha 1 plus c seconde de x est égal à 0. Donc finalement, c de x est une solution d'une équation différentielle homogène d'ordre 2, mais qui est plus simple puisqu'on n'a pas le c de x qui apparaît, on a juste la dérivée et la dérivée seconde. Et donc finalement, ça veut dire que c' de x est une solution d'une équation différentielle d'ordre 1. Et on se ramène à ce qu'on connaît sur l'ordre 1. Ici, on sait que c' de x, c'est juste une constante qu'on peut noter k fois exponentielle bêta x, où bêta, c'est juste le coefficient qui apparaît ici. Et donc finalement, ça veut dire que c de x va s'écrire comme l'ensemble des k fois h de x plus un certain coefficient grand B, où h de x c'est juste une primitive de exponentielle bêta x. On va prendre une primitive de ça et toutes les équations dont la dérivée est égale à k fois exponentielle bêta x, finalement, ça va être k fois votre primitive de ce qu'il y a à l'intérieur, plus n'importe quelle constante. Donc k et b ici, ce sont deux coefficients dans k, et finalement ça veut dire que c de x appartient à l'espace vectoriel engendré par h et par la fonction constante égale à 1. Alors si on revient à g lui-même, g c'est c de x fois exponentielle rx, donc g lui va appartenir à l'espace vectoriel engendré par h fois exponentielle rx, et puis exponentielle rx.
Quand vous multipliez tout ceci par exponentielle Rx, vous avez k fois h exponentielle Rx plus b fois exponentielle Rx, avec k et b qui varient, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires en h exponentielle Rx, exponentielle Rx. Et là, bingo, vous avez un espace vectoriel engendré par deux fonctions, donc c'est un espace qui est de dimension O plus 2. Donc ce qu'on n'avait pas pu obtenir par la théorie générale, parce qu'on n'a pas de résultat abstrait encore sur les équations différentielles qui nous permet de dire que toute équation différentielle est non pas définie par ses premiers termes, mais peut-être par sa valeur en zéro et la valeur de sa dérivée en zéro. Ici, on peut le retrouver grâce à cette méthode de variation de la constante. On a réussi à s'en sortir en degré 1, on sait que l'ensemble des solutions est de dimension 1. La variation de la constante nous a permis de nous ramener à des équations différentielles d'ordre 1. Et ensuite, par contre, c'est une équation différentielle sur C', donc quand on l'intègre, on a une deuxième dimension qui sort. Et si on allait chercher l'ordre 3, on se ramènerait à l'ordre 2. Cette méthode peut fonctionner par récurrence. Donc la conclusion de ce qu'on vient de dire, dès qu'on a une solution du polynôme caractéristique, déjà on sait décrire une solution de l'équation différentielle homogène, qui fait intervenir cette racine. Et à partir de cette fonction, en appliquant la méthode de variation de la constante, on montre que l'espace vectoriel des solutions est de dimension O plus 2. En fait, il sera exactement de dimension 2. Spoiler. Alors maintenant, on va continuer le parallèle avec les suites récurrentes, et on va voir une trichotomie, suivant que le polynôme admette des racines ou non. Donc on a un polynôme de degré 2, il peut admettre deux racines distinctes, R1 et R2. Donc là, c'est à nouveau le cas le plus confortable. On a directement deux solutions qui sont exponentielle R1x et exponentielle R2x. Donc l'espace vectoriel engendré par ces deux solutions, il est inclus dans l'ensemble des solutions, et puis l'ensemble des solutions est de dimension plus 2. Si on arrive à montrer que ces deux solutions forment une famille libre, ça fera un espace de dimension 2 inclus dans un espace de dimension plus 2, et il y aura égalité entre les deux espaces. Donc pour montrer qu'il s'agit d'une famille libre, on va prendre lambda et mu de coefficients, tels que lambda fois la première fonction plus mu fois la seconde donne 0, une combinaison linéaire nulle, et on veut montrer que les coefficients sont nuls. Alors on peut regarder ce qui se passe en x égale 0, on se retrouve avec lambda fois 1 plus mu fois 1 qui est égal à 0, et puis on peut faire aussi la dérivée en 0. Quand on dérive, on a le R1 ici qui sort devant, donc on a lambda fois R1, plus mu fois R2 qui est égal à 0. Et donc maintenant on a un système d'équations avec ces deux équations-ci, et c'est un système qu'on avait déjà résolu dans le cas des suites récurrentes. De toute façon il est très simple, le point clé étant que R1 est différent de R2, puisqu'à un moment on a R1 moins R2 qui intervient dans la résolution. Donc ce système nous donne lambda égale 0, mu égale 0. Donc on a montré qu'on avait une famille libre, et donc ça montre que l'espace vectoriel engendré est de dimension précisément 2. C'est une famille génératrice de l'espace vectoriel engendré. Si elle est libre, c'est une base, et la dimension d'un espace, c'est le nombre d'éléments d'une base. Ici, une base a deux éléments. C'est un espace de dimension 2 inclus dans un ensemble de solutions qui est de dimension O plus 2. Donc ça veut dire que l'ensemble des solutions est de dimension 2 et égal à cet espace. Donc voilà, c'était le cas simple lorsqu'on a deux racines distinctes. Un cas légèrement plus compliqué, c'est lorsque le polynôme caractéristique admet une racine double. Donc dans ce cas-là, l'équation caractéristique, c'est x moins r au carré, et donc x moins r au carré, c'est x au carré moins 2rx plus r au carré, le polynôme caractéristique. Donc notre équation de départ, E de étoile, c'est f seconde moins 2r f' plus r carré fois f. Voilà, on réécrit nos coefficients alpha 0, alpha 1, et on a une solution qui vient naturellement, c'est exponentielle Rx. Il nous en faudrait une deuxième pour avoir un espace de dimension 2. J'en sors une de mon chapeau, et ça va être x exponentielle Rx. Voilà, ça devrait vous faire penser au cas des suites récurrentes, où on avait n fois r puissance n. Donc on va injecter tout ça dedans. Si on appelle ça f, vous avez f' qui est égal à exponentielle Rx quand vous dérivez le x plus rx exponentielle Rx. Et vous pouvez calculer f seconde qui est r exponentielle Rx plus r exponentielle Rx lorsque vous dérivez ce x-ci. Quand vous dérivez le exponentiel Rx, il vous reste du x r carré exponentielle Rx. Et donc lorsque vous faites f seconde moins 2rf' plus r carré f, vous avez exponentielle Rx qui vient en facteur. Et alors dans le f seconde, vous avez 2r plus x r carré. Dans le moins 2rf',
vous avez 1 ici, et vous avez du Rx. Et lorsque vous faites le plus R carré F, F c'est juste X fois exponentielle Rx. Non, vous avez juste le X ici. Alors maintenant, il faut regarder votre équation dans les yeux. Vous avez du X fois R au carré ici. Vous avez du moins 2R carré X. Et vous avez du plus R carré X. 1 plus 1 moins 2. Et puis vous avez du plus 2R ici et du moins 2R. Finalement, vous avez exponentielle Rx fois 0, c'est-à-dire 0. Voilà, donc on vient de vérifier que x exponentielle Rx est solution de E2, et donc maintenant il suffit de montrer, maintenant qu'on a deux solutions qui sont x exponentielle Rx et Rx, montrer qu'il s'agit d'une famille libre, pour conclure comme précédemment que l'espace vectoriel engendré est un espace de dimension 2, et donc il est égal à l'ensemble des solutions qui est un espace de dimension O plus 2. Donc on fait le calcul, hein, lambda fois x exponentielle Rx plus mu exponentielle Rx est égal à 0. Ça implique que lorsque vous évaluez en x est égal à 0, que mu est égal à 0, et puis si vous évaluez en x est égal à 1, vous allez vous retrouver avec lambda fois exponentielle r qui est égal à 0, sachant que mu est égal à 0. Et comme exponentielle r est toujours différent de 0, ça vous dit que lambda est égal à 0. Donc une fois que vous êtes parti de cette équation et que vous arrivez à mu égal à 0 et lambda égal à 0, vous obtenez que vous avez une famille libre. Et donc comme précédemment, on conclut que l'ensemble des solutions, c'est précisément l'espace vectoriel engendré par exponentielle Rx et x exponentielle Rx. Et que cet espace est de dimension 2. Donc il nous reste un seul cas à traiter, qui est le cas où on est sur R et on a deux racines complexes conjuguées. Donc on va se raccrocher au cas complexe, où on connaît l'ensemble des solutions, vu qu'on a deux racines qui appartiennent au corps de départ, lorsque le corps de départ est complexe. Donc l'ensemble des solutions complexes, c'est l'ensemble des lambda exponentielle R1x plus mu fois exponentielle R2x, avec lambda et mu qui varient, dans l'ensemble des nombres complexes. J'ai pris l'ensemble des solutions complexes. Et alors on va travailler un petit peu cette forme. Exponentielle R1x, exponentielle R2x, ils ont la même partie réelle, puisque les racines d'un polynôme coefficient réel, lorsque les racines sont complexes, ce sont des racines complexes qui sont conjuguées. On va pouvoir l'écrire. Exponentielle gamma x plus i delta x. Et avec le mu, ça va faire exponentielle gamma x moins i delta x. On sépare l'exponentielle. On factorise par exponentielle gamma x. Et maintenant, on peut venir regarder ce qui se passe lorsque on prend le conjugué d'une telle formule. Notre but étant de trouver les solutions réelles, c'est-à-dire les solutions qui sont égales à leur conjugué. Donc le conjugué, il passe au niveau du produit, c'est exponentielle gamma x bar, on a le lambda bar, le conjugué de exponentielle i quelque chose, c'est exponentielle moins i quelque chose. Voilà, et puis ici on a le exponentielle gamma x qui est réel, gamma est réel, donc on peut supprimer le conjugué ici. Et donc finalement, cette solution est réelle, si et seulement si les coefficients qui apparaissent de part et d'autre, donc ici le lambda, le mu, sachant que exponentielle R1x et exponentielle R2x forment une famille libre, les deux formules qu'on retrouve à ce niveau-là ne peuvent être égales que si les coefficients coïncident. Et ici on a le coefficient lambda bar qui est devant finalement exponentielle R2x, et un coefficient mu bar qui est devant exponentielle R1x. Donc on a une solution réelle si et seulement si mu est égal à lambda bar et lambda qui est égal à mu bar. Et donc ça c'est équivalent au fait que lambda va s'écrire sous la forme grand A plus IB avec A et B qui sont réels, et mu va du coup s'écrire A moins IB. Alors on va voir tout de suite ce que ça signifie pour la solution qui nous intéresse. Donc ce lambda exponentielle R1x plus mu exponentielle R2x. Comme tout à l'heure on met le exponentielle gamma x en facteur, gamma c'est la partie réelle de R1. On a du a plus xb exponentielle i delta x, on a du a moins ib exponentielle moins i delta x, et donc si on factorise les a et les b chacun de leur côté, on a du exponentielle i delta x plus exponentielle moins i delta x, et pour le b, on a i exponentielle i delta x moins i exponentielle moins i delta x. Et là, vous avez cosinus et sinus qui ressortent. On a du cosinus delta x, alors cosinus delta x, il faudrait diviser par 2 ici, donc on est obligé de compenser par un 2a.
Et de la même façon, ici, normalement c'est une division par i. Quand on multiplie par i, c'est l'opposé de la division par i. Et donc on a du moins 2b sinus delta x. Donc ça, il est très facile de voir que c'est vect de exponentielle gamma x cosinus delta x, exponentielle gamma x sinus delta x. Avec le même jeu d'écriture que ce qu'on avait fait pour les suites récurrentes. Ici, on a juste un petit changement de base à faire, c'est pas exactement l'ensemble des combinaisons linéaires qui apparaissent ici à cause de ces coefficients 2 et moins 2. Et finalement, on fait un changement de base, et ceci se fait à travers une matrice inversible. Et alors, on voudrait montrer que ceci est à nouveau de dimension 2 pour pouvoir avoir un résultat un petit peu homogène sur tous les cas. Donc, pour avoir un espace de dimension 2, il faudrait que ceci forme une famille libre. Donc il faut considérer une combinaison linéaire de ces deux choses qui donne 0. Donc on va prendre c fois la première, plus d fois la seconde. Et si on l'évalue en x égale 0, on va trouver le sinus qui s'annule. Donc on va trouver c exponentielle gamma 0 qui est égal à 0. Et on peut évaluer aussi en x qui va être égal à pi sur 2 à l'intérieur de la parenthèse, donc pi sur 2 delta. Delta est différent de 0 puisqu'on a des racines qui sont complexes conjuguées, vraiment avec une partie imaginaire qui est non nulle ici. Donc ça va permettre d'annuler le cosinus et plus le sinus, et donc on va se retrouver avec d fois exponentielle gamma pi sur 2 delta, qui est égal à 0. Mais en tout cas, exponentielle gamma fois 0, ça donne 1, c'est différent de 0. Ce terme-là est différent de 0 ici. Et donc on trouve bien c égale 0 et d égale 0. Donc on est parti de cette équation égale 0, on trouve ces deux coefficients égaux à 0, donc la famille est libre, donc l'ensemble des solutions va être précisément égal à l'espace vectoriel engendré par ce exponentiel gamma x cos delta x. C'est la même chose avec sinus, et de telle sorte que tout ceci soit de dimension 2. Il est temps de récapituler tout ça dans un théorème général. Une équation différentielle homogène d'ordre 2 admet toujours un espace de solution qui est de dimension précisément 2. On avait déjà montré au plus 2, maintenant on sait que c'est précisément 2. Et on a cette trichotomie, lorsqu'on a deux racines distinctes qui vivent dans le corps, et dans ce cas-là c'est lambda fois exponentielle R1x plus mu exponentielle R2x. Lorsqu'on a une racine double, on a x exponentielle Rx qui ressort ici, et donc en factorisant par exponentielle R1x, on se retrouve avec lambda plus mu x exponentielle R1x. Alors lorsqu'on s'intéresse uniquement à des solutions réelles, mais avec des racines qui sont complexes, dans ce cas-là, on met la partie réelle des racines ici dans un exponentiel gamma x et la partie imaginaire qui va correspondre à des exponentiels plus ou moins i delta x en fait faire intervenir des cosinus, cosinus delta x, sinus delta x. Alors vous n'aviez pas eu d'exemple pour les suites récurrentes, donc il serait peut-être temps d'en faire un pour ce cas-ci. Si on prend f seconde moins 3f' plus 2f est égal à 0, le polynôme qui correspond c'est x au carré moins 3x plus 2, ça vous savez le factoriser, ça vous donne x moins 2 facteur de x moins 1. Et donc vous avez deux racines qui sont 2 et 1, et donc l'ensemble des solutions, ça va être un certain coefficient fois exponentielle 2x, plus un autre coefficient fois exponentielle x. On va se concentrer uniquement sur des équations différentielles réelles. Donc voilà pour un premier exemple. On va aller chercher un deuxième exemple qui fait intervenir peut-être une racine double. Donc peut-être ceci. Le polynôme caractéristique associé c'est x carré moins 2x plus 1. Et la racine double ici c'est 1. Donc l'ensemble des solutions ici ça va être l'ensemble des a plus xb fois exponentielle x avec a et b qui varient. Allons chercher maintenant des racines complexes. Donc prenons f seconde plus f est égal à 0. Le polynôme caractéristique associé c'est x carré plus 1. Donc ces racines c'est x moins i, x plus i. Donc il a deux racines, plus ou moins i. Donc finalement, avec les notations du théorème, ici on a gamma qui est égal à 0 et delta qui est égal à 1 ou moins 1, ce qui ne change pas grand chose à l'affaire. Et donc l'ensemble des solutions ici, ça va être exponentielle 0 fois x pour le gamma, a fois cosinus 1 fois x, 1 pour le delta, plus b sinus 1 fois x, avec a et b qui varient. Et en simplifiant un petit peu cette écriture, c'est l'ensemble des a cosinus x plus b sinus x. Finalement, on retrouve des solutions qu'on connaissait déjà. On savait que cosinus et sinus, si on les dérive deux fois, on trouve leur opposé. Donc voilà pour les exemples. Et un autre aspect qu'on doit voir, c'est savoir ce qui se passe lorsqu'il y a un second membre maintenant. Alors il n'y a pas de méthode universelle. Je vous donne trois pistes. La première, c'est pas la meilleure.
La deuxième va consister à aller chercher une solution particulière de la forme du second membre. On verra des exemples. Et puis une troisième qui marche tout le temps, mais qui demande souvent un peu plus de calcul, qui est la variation de la constante. Alors on va se baser sur un exemple d'ordre 1 par exemple. Donc on va avoir, prenons f' plus f est égal à x. Et il nous faut une solution particulière qui pourrait être f0 qui est égal à x, testons. Donc si on fait f0 plus sa dérivée, on va trouver x plus 1. Donc il va falloir peut-être compenser en fait en prenant x moins 1 ici. On trouve une solution particulière qui marche. Voilà, donc un exemple trouvé pas tout à fait au pif, mais voilà, en tâtonnant un petit peu, et puis ça fonctionne. Ensuite, je proposais de regarder de la forme du second membre. En fait, il suffirait de poser, donc on est toujours pour f' plus f est égal à x, et on va chercher f0 sous la forme ax plus b. On a un polynôme de degré 1, on va chercher sous la forme d'un autre polynôme de degré 1. Et bien dans ce cas-là, f' plus f, avec des zéros, on dérive f, on va trouver le a, et puis on va dériver ici, et on va garder le ax plus b. Et on va chercher, lorsque c'est égal à x, dire que c'est égal à x, ici, ça va être équivalent au fait que à droite de l'égalité, ici, on a ax, donc on veut a égale à 1, et puis a plus b, qui est égal au coefficient constant de ce terme-là, qui vaut 0. Donc c'est-à-dire a égale à 1, et puis b est égal à moins 1, qui est exactement ce qu'on avait trouvé ici, x moins 1. Alors allons regarder un petit peu le KB sur un exemple avec autre chose que juste du x ici. Donc on pourrait avoir par exemple f' plus f qui est égal à cosinus x. Dans ce cas-là, il va falloir chercher que votre f0 comme une combinaison de cosinus et de sinus. Voilà, on cherche f0 sous cette forme, et puis en dérivant, on trouve moins a sinus plus b cosinus, ça c'est pour la dérivée, et puis pour f0, plus a cosinus plus b sinus x. Et donc f'0 plus f0, ici, on va avoir a plus b en facteur devant cosinus, et b moins a devant sinus. Et on voudrait que ce soit égal à cosinus, et une façon de le faire, ce serait en prenant a plus b est égal à 1 et a moins b qui est égal à 0. Et alors tout cela se résout très facilement en posant a égale b qui est égal à 1,5. Donc la solution particulière, ce serait f0 est égal à 1 demi de cosinus x plus 1 demi de sinus x. Et alors j'ai oublié de parler de l'ensemble des solutions. Ici par exemple l'ensemble des solutions. Si vous prenez l'équation homogène, c'est exponentielle moins x multiplié par une constante. Donc vous vous retrouvez avec l'ensemble des x moins 1 plus exponentielle moins x. Avec la constante qui apparaît à ce niveau-là, où c varie, on va se placer dans R. De la même façon, ici, l'ensemble des solutions finales, ça va être 1 demi de cosinus x plus 1 demi de sinus x plus c fois exponentielle moins x, avec c qui appartient à R. Alors allons chercher un petit peu la variation de la constante, dans un cas ou dans un autre, pour voir comment elle pourrait s'appliquer. Donc on va repartir sur f' plus f est égal à x. L'équation homogène, c'est f' plus f est égal à 0, et puis les solutions, l'ensemble des c fois exponentielle moins x. Donc ici vous avez votre équation E, ici votre équation E étoile. Et on va chercher les solutions de E sous la forme c de x fois exponentielle moins x. Donc je ne vous refais pas le laïus, c'est toujours possible puisque exponentielle moins x est différent de 0, c'est-à-dire que si vous avez une fonction f, vous pouvez définir c de x comme étant f fois exponentielle x. Donc finalement, on a fait un changement de variable, on cherchait les f, maintenant on va chercher les c. Alors pour ça, on a besoin de traduire cette équation en termes de c. Donc on remplace f par c de x exponentielle moins x. Quand on fait la dérivée, on a c' de x exponentielle moins x plus c de x fois moins exponentielle moins x plus c de x exponentielle moins x, qui est le f, et on demande que tout ça soit égal à x. Magie de la méthode de variation de la constante, vous avez des termes qui se simplifient à ce niveau-là. Et donc vous vous retrouvez avec c' de x. Si vous passez le exponentielle moins x de l'autre côté, est égal à x fois exponentielle x. Et donc maintenant, il suffit de trouver les primitives de cette fonction. Donc souvent, quand on a ce genre de polynôme fois une exponentielle, le mieux c'est d'aller chercher une intégration par partie. Donc ici, on va poser u, ici on va poser v'. Du coup, u' vaut 1 et v vaut exponentielle x. Et donc il faut prendre d'une part uv, donc c'est-à-dire x exponentielle x, et retirer u'v. Et donc ici, il vous reste t fois exponentielle t moins exponentielle t, c'est-à-dire t-1 exponentielle t. Donc l'ensemble des primitives de x exponentielle x sont les x-1 exponentielle x plus une constante.
On va peut-être noter K ici. Et donc au final, on trouve l'ensemble des solutions pour f. Donc f de x, c'est c de x fois exponentielle moins x. C de x, c'est ce x moins 1 exponentielle x plus k. Et le tout fois exponentielle moins x. Donc on se retrouve à nouveau avec le x moins 1 plus une constante fois exponentielle moins x. C'est une méthode qui marche à chaque fois, mais de temps en temps, voilà, on aura des primitives un petit peu compliquées à calculer. La philosophie générale étant que cette méthode de variation de la constante vous permet toujours de transformer une équation d'un certain degré en une équation d'un degré inférieur, mais qui porte sur la dérivée d'une fonction, et ensuite cette fonction, il faut l'intégrer pour retrouver c de x. Dernier point, les équations différentielles à coefficients non constants, juste pour le premier ordre. Alors je vous donne déjà l'idée. Ici on cherche f, on va dire une fonction c infini qui va de R dans R, et puis g est une fonction fixée. Alors l'idée c'est de poser f' sur f qui est égal à g. Et donc en prenant la primitive, si on cherche à primitiver f' sur f, ça nous donne ln de f, et de l'autre côté, il y a une fonction g, que j'ai notée en majuscule pour indiquer une primitive, et du coup on trouve f qui est égal à l exponentielle moins g, c'est une fonction qui dépend de x. Et alors en général, vos primitives, vous pouvez toujours les décaler d'une constante ici, et quand vous prenez l'exponentielle, ça revient à l'exponentielle d'une constante ici, donc on va dire un coefficient a fois exponentielle de moins g de x. Ici a est une constante, tout comme c était une constante. Alors il y a plusieurs points qui posent problème ici. Il y a le fait que f pourrait s'annuler, donc écrire f' sur f ça pose un problème. Il y a le fait qu'ici on n'ait pas mis de valeur absolue, donc si jamais f passe négative, on a un problème qui se passe à ce niveau-là. On a l'exponentielle de c qui est toujours positive, alors qu'ici j'ai pris une constante arbitraire. Donc ça c'est juste au niveau de l'idée, mais pour trouver la forme générale de la solution, et pour démontrer vraiment que ça fonctionne, on va faire la variation de la constante. Donc on va chercher les solutions sous la forme f de x est égal à a de x fois exponentielle moins g de x. Et notre équation E ici devient a' de x exponentielle moins g de x plus a de x fois moins g' de x exponentielle moins g de x moins petit g a de x exponentielle moins g de x. Alors là vous allez me dire tout est moins, il y a une erreur de signe, et en effet dès ici tout était des plus tout le long, c'est une erreur de ma part. Et alors, il y a des simplifications qui s'opèrent à ce niveau-là, puisque la dérivée de grand G, c'est petit g. Grand G est une primitive de petit g. Donc tout ceci est censé être égal à 0. Donc finalement, ce qu'on doit résoudre, c'est a' de x exponentielle g de x est égal à 0. On passe le exponentielle g de x de l'autre côté, donc on multiplie par exponentielle moins g de x, donc finalement on trouve a' de x est égal à 0. Et finalement, ça signifie que a de x, c'est une constante. Voilà, et donc sachant que la manipulation ici, c'est toujours possible de transformer f de x en a de x fois exponentielle moins g de x, on a trouvé que l'ensemble des solutions, c'est bien l'ensemble des a fois exponentielle g de x. Voilà, il est possible ensuite de réappliquer cette méthode de variation de la constante dans les cas où on a un second membre qui apparaît ici. Ça a été plus ou moins fait en Ultimate au premier semestre, donc voilà, je vous embête pas plus que ça avec ça. Ouais, je pense que le cours est fini. Je vous remercie de votre attention. Il y aura la suite dans le cours d'algèbre linéaire 2.